Salut à tous et bienvenue dans Money Time, l'émission du panier décisif sur Replay Online. Dans Money Time, il y aura raison d'une fois par mois du basket, qu'il soit NBA, Pro A, équipe de France. Sous un angle culturel, on va traiter du basket et même en e-sport. L'émission sera présentée par Jonathan Lefebvre. Bon, je fais pas de suspense, ce beau gosse c'est moi. Alors, je me présente pour vous les filles, 1m25 et 10 kg sous la toile, en fauteuil depuis toujours. J'ai la particularité de n'avoir jamais touché une bille en basket. Mon seul fait de gloire est que je suis champion NBA Live 97 avec les Rockets, et mon perso favori dans le jeu, tout du moins, c'est pas mon idole, c'est Hakim the Dream Olajuwon. J'avais marqué avec lui un record de 62 points et j'avais fait dunk au Ramagogo, j'avais dunké sur tout le monde. Voilà, c'est tout pour mon CV, c'est maigre, mais comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Ça vous pose un homme, comme on dit. Pour cette première, c'est un spécial NBA Preview, avec tout d'abord un gros focus sur l'événement de l'intersaison. Je veux bien sûr parler du retour de LeBron James, le quadruple MVP, de retour sur ses terres à Cleveland. Il sera intéressant de savoir si le retour de James fait incontestablement des Cavaliers le grand favori de cette saison 2014-2015, avec comme lieutenant Kyrie Irving, le MVP des championnats du monde de cet été, et bien évidemment le recrutement de Kevin Love, transfuge des Timberwolves. Gros plan ensuite sur le retour au jeu des deux anciens MVP et légendes NBA par ailleurs, Kobe Bryant et Derrick Rose. Vont-ils retrouver leur niveau d'antan? Ensuite, nous allons nous intéresser à la course du Rookie de l'année et le duel annoncé Jabari Parker des Milwaukee Bucks face à son grand concurrent Andrew Wiggins et numéro 1 de la draft des Timberwolves de Minnesota. Pour finir cette preview NBA, je livrerai en compagnie de mon expert mes pronos 2015. Enfin, la dernière partie de Money Time reviendra sur la Coupe du Monde 2014 en Espagne, qui a vu le triomphe de Team USA à la surprise générale selon certains experts, et bien évidemment le fabuleux parcours de l'équipe de France avec le gain de cette médaille de bronze. Gloire au roi! Et oui, comme annoncé sur mon compte Twitter avant tout le monde, LeBron James est de retour aux Cavs avec un contrat de 2 ans. Le retour du King a déclenché des scènes de liesse et d'hystérie à Cleveland dans l'Ohio, 4 ans après son départ comme un traître vers la Floride et Miami. LBJ, quadruple MVP de la Ligue, revient dans un seul but sur ses terres, ramener enfin le titre à Cleveland et achever la mission qu'il s'était promise avant son départ en catimini. Concrètement, que peut apporter le Kings dans cette première année et ce retour à Cleveland? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'arrive pas tout seul, puisqu'il amène dans ses bagages une brochette de vétérans tels Sean Marion, ancien All-Star, James Jones et Mike Miller. Et surtout, l'arrivée du King a eu comme conséquence, entre guillemets, de faire venir la grande star, champion olympique en 2012, mais aussi champion du monde en 2010, Kevin Love, via un trade avec les Timberwolves. Alors la question de savoir que peut apporter Kevin Love avec son CV impressionnant à une franchise comme Cleveland. Déjà, il va apporter son sens du rebond, son tir from downtown, c'est-à-dire à 3 points, et son expérience. Après, on va pas se mentir, il va falloir que le collectif apprenne à jouer ensemble, ce qui n'est pas évident pour une première saison. On se rappelle que lors de la première saison du Big Three à Miami, les trois amigos ont mis au moins une année avant de parfaire leur collectif et de remporter le titre NBA tant convoité face aux Thunder d'Oklahoma. Parfaire un collectif, telle est la mission du nouveau head coach David Blatt, nommé au mois de juin. Et accessoirement,
champion d'Europe des Nations en 2007 avec la Russie de Kirilenko sur les terres espagnoles, ce qui avait été authentifié comme un authentique exploit à l'époque. Et récemment, David Blatt est aussi le champion de l'Euroleague, la Coupe d'Europe, avec le Maccabi Tel Aviv. Cela sera à lui d'affirmer et de définir le nouveau plan de jeu de l'équipe et de déterminer qui de LeBron ou de Kyrie Irving, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal à prononcer, sera dépositaire du jeu. À mon sens, cela sera la mission de King James, de distribuer le jeu pour ce nouveau coéquipier. On sait que LeBron subira très régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, la prise à deux des équipes adverses. Il pourra ainsi profiter de cela, entre guillemets, pour distribuer le jeu et donner des caviars à ses coéquipiers qui auront le champ libre et des positions de tir aux ouverts, comme je pense bien évidemment à Irving et surtout à Kevin Love, dont je ne partage pas l'expertise de la plupart des consultants américains. Je pense que Kevin Love va pouvoir se régaler et justement son tir à 3 points pourra y faire mouche dans ce nouveau système de jeu. Moi je suis assez surpris des commentaires sceptiques de l'arrivée de Love dans l'Ohio, parce que à regarder son CV, crédité l'année passée donc de 26.1, 12,5 rebonds et 4,4 passes. Alors je sais bien qu'il est considéré comme un piètre défenseur et que c'est incontestablement son talon d'Achille, mais quand même, il a 3 sélections All-Star, il est champion olympique et champion du monde. Moi je pense que Kevin Love n'a jamais atteint les playoffs. Il était dépendant de ses coéquipiers à Minnesota, et on sait bien que le basket est un sport collectif qui ne dépend pas d'une seule individualité. Alors, le fait aussi que LeBron James et Kyrie Irving sont là à ses côtés pour assumer la pression et le leadership de cette nouvelle équipe va justement désinhiber un petit peu Love, qui va pouvoir profiter des prises à deux que vont subir ses coéquipiers pour avoir quartier libre dans ce schéma de jeu. Et je pense que s'il y en a un qui va vraiment surprendre les experts américains, la grosse surprise, ça va être Kevin Love. Il y a une polémique aux États-Unis, à savoir, est-ce que Kevin va reprendre le rôle un petit peu de l'ombre de l'ancien porteur d'eau, si je peux me permettre l'expression, Chris Bosh, dans le cadre de l'ancien Big Three à Miami. Moi je pense pas. Je pense que Kevin Love va surprendre son monde et qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans ce rôle de porteur d'eau que l'était Chris Bosh pendant les 4 ans de formation des Tres Amigos à Miami. Contrairement à Kevin Love, moi j'apporterai plus de scepticisme en la personne de Kyrie Irving. Alors évidemment, ses qualités exceptionnelles de basketteur ne sont pas remises en cause. C'est un super shooter à 3 points, MVP du Rookie Challenge il y a quelques années, bien évidemment Rookie de l'année en 2012, MVP du All-Star Game à la Nouvelle-Orléans l'année dernière et MVP de la Coupe du Monde 2014 en Espagne. C'est un fantastique dribbleur, fantastique shooter, mais qui aime remonter la balle, être dépositaire du jeu et annoncer les systèmes de son équipe. Exactement dans cette configuration, le même profil que King James. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les deux cadors, les deux stars, ne vont pas se marcher sur les pieds? Est-ce que Kyrie Irving va supporter d'être, c'est la même question aussi pour Kevin Love, être dans l'ombre du meilleur joueur du monde? Par contre, au niveau de l'absence de leadership, Kyrie Irving n'a pas a priori de problème d'ego, parce qu'il reconnaît qu'il n'a pas assuré le leadership, qu'il a des petits problèmes de leadership pendant 3 ans où il a eu les clés de la franchise.
Donc a priori en termes d'ego, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, la grande question en termes de collectif serait de savoir si Cleveland est d'ores et déjà le favori pour l'attribution du titre 2015 NBA. Alors, je vais répondre très sincèrement à la question, et ce n'est que mon avis. Pour moi, il y a au moins 2 franchises. Après, on pourrait élargir en mettant les Clippers et le Thunder. Mais pour moi, en termes de maturité de jeu et de vécu collectif, il y a au moins 2 franchises, que sont les Chicago Bulls et bien évidemment les Spurs de San Antonio, avec ce fantastique schéma de jeu collectif qui sont à des années-lumière, et c'est tout à fait normal, du futur éventail annoncé, les Cavs de Cleveland. Alors, quand je parlais de Chicago, ça va nous faire une superbe transition par rapport au retour de Derrick Rose. Ils sont tous deux des légendes du jeu, anciens MVP 2008 et 2011, et sont de retour cette saison. Je veux bien sûr parler de Kobe Bryant, MVP 2008, 36 ans d'un côté, et Derrick Rose, MVP 2011 de l'autre. Même s'ils sont tous deux de retour, les problématiques pour les deux stars ne sont pas les mêmes. Kobe, 36 ans, Kobe Bryant, donc 36 ans, se remet d'une rupture du tendon d'Achille. Pour l'année 2013, et d'une fracture du plateau tibial du genou gauche. Donc il n'a pas eu de chance. L'année dernière, il était revenu pour 6 matchs, et contre les Grizzlies, on avait l'impression que c'était une rupture, une blessure anodine, et ben non. Les diagnostics, les radios ont diagnostiqué une fracture du plateau tibial du genou gauche. Ce qui fait qu'il a loupé l'intégralité, la suite de la saison 2014, après avoir loupé les playoffs 2013. Kobe est donc de retour avec un effectif totalement remanié, avec un nouveau coach, Brian Scott, qui prend la suite de Mike D'Antoni. Ça va pas être très difficile. Mike D'Antoni, c'était avec l'effectif des Lakers, ça ne collait pas à sa philosophie de jeu, du run and gun. Voilà, alors Kobe de retour avec un nouveau coach, mais aussi un ancien de la maison, Brian Scott, mais avec également un effectif totalement remodelé. La grande question est de savoir si Kobe Bryant va réussir à cohabiter avec l'inexpérience de ses partenaires. Car outre Steve Nash, l'inexpérience des Lakers apparaît entre guillemets rédhibitoire face à l'exigence de Kobe Bryant. Si on fait le tour un petit peu des nouveaux arrivants, on voit Carlos Boozer, qui est la signature phare de l'intersaison. Carlos Boozer, qui est en provenance de Chicago, qui est 2 fois All-Star, qui est un fort joueur, comme le prouve ses 16,16 points, 9,8 en carrière. Mais Carlos Boozer, on connaît la problématique du bonhomme. C'est un fort joueur de saison régulière, mais il a la fâcheuse tendance de disparaître totalement des radars lors des moments chauds, lorsque ça compte vraiment, pendant la post-season et les playoffs. Alors, je vois très mal Kobe Bryant cohabiter avec Carlos Boozer, mais aussi Jeremy Lin, des joueurs, comme je l'ai dit, qui ont un fort potentiel offensif, mais qui ont énormément de carences défensives. Pour Kobe, reste à savoir si le dos de Steve Nash va tenir toute la saison. Steve Nash, qui a 40 ans, qui est 8 fois All-Star, énorme légende du jeu, un des meilleurs meneurs de l'histoire, mais depuis 2 saisons, il a le dos en vrac, et rien ne dit qu'il pourra faire l'intégralité de la saison. À suivre donc, les Lakers, malgré Kobe, que je vois revenir à son meilleur niveau, les pronostiqueurs établissent une fourchette de 22 points, 19 points, 22 points, et maximum 25 points, mais moi je le vois vraiment revenir à son meilleur niveau, dans une franchise dénuée de leader et de scoreur dans l'âme. Donc oui, Kobe reviendra à son meilleur niveau, sera All-Star, mais n'atteindra pas les playoffs,
Et la saison sera le théâtre un petit peu des états d'âme de Kobe Bryant qui va pester à travers l'ensemble de ses coéquipiers. Pour Derrick Rose, ce retour au jeu peut s'avérer plus tranquille. En effet, même s'il faudra un certain temps à l'ancien MVP 2011, comme l'attestent ses pourcentages au tir catastrophiques pendant la Coupe du Monde, le front office de Chicago, par l'intermédiaire de son binôme Gar Farmar et John Paxson, ont réalisé un recrutement de grande qualité. Dans un premier temps, la politique du club a été d'axer le recrutement cible privilégiée sur Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, pour moi, a vraiment privilégié l'apport financier, le contrat, l'énorme contrat par rapport au projet de jeu et aux envies de titre pour cette année. Loin de se laisser abattre, le front office, donc l'équipe dirigeante, a dépensé son argent de manière superbement intelligente. Ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient fait à l'intersaison 2010 quand ceux-ci n'avaient pas réussi à mettre la main sur Dwayne Wade, Chris Bosh et LeBron. Pau Gasol qui s'est engagé, Pau Gasol qui est crédité l'année dernière à 17.4, 9,7 rebonds et 3,4 passes. Pau Gasol et son âge de 34 ans, par son habileté au poste, par ses qualités de passeur, par son intelligence de jeu, peut vraiment amener de la diversité au jeu de Chicago, dont le jeu de passe était l'un de ses points forts. Je pense surtout à son pivot titulaire, le pivot All-Star et défenseur de l'année 2014, Joakim Noah. Joakim Noah qui était carrément le deuxième joueur au niveau des triples-doubles avec Chicago l'an passé. Comme je l'ai dit pour Derrick Rose, il sort d'un mondial catastrophique. Bon, il a eu la médaille d'or, mais en termes d'adresse au shoot, d'un mondial assez laborieux, comme le prouvent les moyennes suivantes: 4,8 points, 5,3 à 3 points, 5,3, j'ai bien dit, et 25% à l'adresse générale au tir. Et moi, il y a un truc qui m'énerve un peu. Pour moi, c'est le petit coup de gueule de l'émission. L'adresse au shoot de Derrick est normale. Derrick Rose, j'avoue, hein, je suis assez fan, donc j'ai tendance à l'appeler Derrick. Et le mec n'a pas joué au basket depuis près de 2 ans. Il a fait juste 10 matchs l'année dernière avant de se blesser. Le mec revient au jeu et nous sort malheureusement des pourcentages au shoot assez adéquats en rapport à son inactivité. Et là, je vois des spécialistes, les commentateurs qui lui tombent un peu dessus. C'est normal, le temps qu'il se réhabitue, qu'il retrouve son rythme. Moi, ces pourcentages ne me choquent pas et c'est un petit peu normal. Il faut s'attendre donc également à avoir des pourcentages assez similaires dans les premiers mois, 2-3 mois selon moi, après le début de la saison NBA. Derrick ne va pas faire des miracles tout de suite. Il n'arrivera pas à retrouver son niveau MVP 2011 avant quelques mois et peut-être même avant une grosse année. Donc il va falloir arrêter, même si je comprends que ça soit tout à fait normal, d'attendre des monts et merveilles de Derrick Rose pour cette ouverture de saison. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vu sur certaines accélérations pendant le mondial, et je pense notamment au match contre la Slovénie, où il avait marqué de mémoire 12 points à 6 sur 10 au shoot. Et le gros point positif, c'est que Derrick a récupéré l'ensemble de ses énormes qualités athlétiques pendant la compétition. Donc oui, pour moi, il reviendra forcément à son meilleur niveau, mais il faut faire preuve de patience. Après, Derrick reste, quoi qu'il arrive, la clé de voûte du système Thibodeau et la première option offensive de Chicago, mais il va falloir que les observateurs, les spécialistes, les commentateurs soient patients avec lui. Et c'est également à l'ensemble de ses copains, de l'effectif des Bulls, de l'encourager, de l'accompagner dans son retour. Tom Thibodeau également d'être assez intelligent, de préserver Derrick Rose dans la gestion du temps, comme je l'ai dit. Voilà. Après,
je me fais aucun souci par rapport à Chicago. Derrick Rose va, quoi qu'il arrive, ça va prendre du temps, mais retrouver l'ensemble de son niveau et de ses capacités. Joakim Noah, qui a été formidable en tant que dépositaire du jeu l'an passé, va continuer à afficher de jolies stats et pourquoi pas concourir pour le Defensive Player of the Year, donc pourquoi pas en voir une deuxième couronne pour cette année pour Jukes. Moi je me fais aucun souci pour Chicago et pour moi ils sont les favoris numéro 1 à la conférence Est et à la finale NBA. Andrew Wiggins face à Jabari Parker. Voici le duel tant annoncé depuis la sélection à la draft pour les deux prodiges. Andrew Wiggins est arrivé à Minnesota dans le cadre de l'échange entre les Timberwolves et Cleveland. Cleveland qui récupère en échange de Andrew Wiggins, Kevin Love. Alors, moi je pense que c'est une bonne opportunité, une excellente opportunité pour Andrew Wiggins de démarrer dans une équipe des Wolves où il aura forcément beaucoup la balle, il pourra s'exprimer énormément, car s'il était resté à Cleveland, il aurait été dans l'ombre du King et ça aurait freiné, pour ma part, je le pense vraiment, sa progression. Donc il aura tout le loisir de justifier ou non, on verra ce qu'il a dans le ventre, son statut de numéro 1 de la draft 2014 et surtout son aura de futur superstar du basket. Pour la petite anecdote, Andrew est suivi, couvé par les télés du monde entier depuis 3-4 ans, où il est affublé du surnom de Nouveau LeBron. Bon, Nouveau LeBron, ça ne va pas être évident à porter, mais voilà, c'est le statut auquel il est soumis depuis 3-4 ans et son arrivée dans la sphère basket via les sites comme YouTube ou les réseaux sociaux qui suivent pas à pas sa destinée de futur star. Au niveau des carences, Andrew Wiggins a quand même quelques difficultés. Il est critiqué pour son manque de leadership, c'est-à-dire que dans sa seule saison NCAA, le championnat universitaire, Andrew Wiggins a été critiqué par son comportement dans les moments chauds, à savoir qu'il avait tendance à disparaître dès qu'il y avait des séquences ou des matchs à enjeu. Voilà. Après, il faut dire aussi, pour le défendre un petit peu, que Wiggins, c'est un gamin, il est âgé de 19 ans, et il a tout le temps d'apprendre. Et puis quand on regarde sa fiche, l'année dernière, 17.1, 5,5 rebonds et 1,5 passes, c'est quand même costaud pour un gamin de 19 ans. Après, son concurrent annoncé, le plus NBA ready, celui qui est le plus prêt à jouer et être performant dans la grande ligue, cette saison, c'est Jabari Parker. Jabari Parker a décidé de se présenter à la draft 2014 avec le consentement de son coach Mike Krzyzewski, coach K, qui est également l'entraîneur de la sélection américaine, après seulement une année dans le championnat universitaire. Et Jabari Parker a fait une superbe saison universitaire. Selon toute vraisemblance, il devrait logiquement prétendre, c'est en tout cas ce qu'il ressort des previews de sa saison rookie, avec le trophée de débutant de l'année dans les bras. Alors, pourquoi tel emballement par rapport à Jabari Parker? C'est que contrairement à son rival Andrew Wiggins, Jabari Parker a démontré tout au long de l'année universitaire dans les moments chauds des qualités de clutch player dans les moments chauds, à savoir la capacité à prendre ses responsabilités dans les moments chauds, décisifs donc pour le gain du match. Avant d'aller voir notre expert, monsieur Cédric Vetter, invité de cette première émission,
et d'entamer donc la dernière partie de Money Time. Un petit retour, un petit bilan sur la Coupe du Monde 2014 en Espagne. Comme vous l'avez entendu, avec le petit générique d'introduction, l'hymne américain, The Star Spangled Banner, oui, pour nos amis américains, la Coupe du Monde qui s'est achevée sur le triomphe plus ou moins attendu selon certains de Team USA. Alors pour ma part, le triomphe de Team USA est la maîtrise de jeu, la force physique, les qualités athlétiques m'ont absolument bluffé. Il faut savoir que c'était un effectif très jeune et inexpérimenté, et vraiment, pour moi, j'ai pas été vraiment surpris de la victoire finale des États-Unis, parce que connaissant la discipline tactique et l'aura de coach Kay, je pensais bien qu'ils allaient faire une grosse Coupe du Monde. De là à gagner, on pouvait penser que peut-être l'Espagne, éventuellement sur ces terres, allait sortir the match, surtout qu'ils étaient au complet pour arracher la victoire finale. Alors, comme je viens de le dire, la victoire des États-Unis ne m'a pas vraiment surpris. Par contre, ce qui m'a vraiment étonné, c'était la maîtrise tactique et la maturité de certains de ces joueurs cadres. Le plus âgé de l'équipe était Rudiger, 28 ans, et franchement, donc le plus âgé de l'équipe était 28 ans, c'était avec Derrick Rose, les deux cadres de l'équipe, et Stephen Curry bien sûr, hein, les trois rescapés de la campagne en Turquie de 2010. Moi j'ai été bluffé, voilà. Ils nous ont sorti des matchs d'une maîtrise tactique absolument bluffante. Après, bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été repoussés dans leur retranchement en termes de compétitivité. Il y avait, et c'était la surprise, un tel écart entre les opposants et les États-Unis d'Amérique, voilà, qu'il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Bon, on n'aura jamais vu le Team USA retranché dans ses limites de jeu, voilà. Alors, au niveau des individualités, ce qu'on peut en ressortir, c'est bien évidemment le MVP de la compétition, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Kyrie Irving, a été insolent de maîtrise et d'adresse au-delà de la ligne à 3 points, notamment en finale avec un 6/6 contre la Serbie, absolument détonnant. Kyrie Irving, qui a laissé éclater tout son potentiel et sa classe sur la scène internationale. Après, qui nous a tous surpris, je pense, c'est la bestialité et la combativité de The Manimore, de Kenneth Farid des Nuggets de Denver, qui a été vraiment dans le contexte international, vraiment bluffant. Alors, Kenneth Farid, qui est crédité, qui a posté des stats de 12 points, 7, presque 8 rebonds au terme de la compétition. Voilà, et je pense que cette compétition internationale pour lui l'a changé, que les Nuggets vont récupérer un joueur métamorphosé. On peut aussi citer comme bonne surprise dans l'effectif américain, il y a Klay Thompson, près de 13 points, et il a fait le show contre la Slovénie. Ça a été la bonne surprise avec Derrick Rose, avec 20 points et surtout un 15/8 derrière l'arc. Vraiment, il a foutu le feu, quoi. Et après, il y a comme bonne surprise aussi l'autre natif de Chicago, avec Derrick Rose, Anthony Davis. Bon, après Anthony Davis, après un gros début de compétition avec notamment 21 points contre la Nouvelle-Zélande, puis un double-double en quart de finale contre la Slovénie, 13 points et 11 rebonds, il a eu un petit peu plus de mal dans le contexte international. Il faut comprendre que les règles ne sont pas les mêmes entre le basket FIBA, donc international de la fédération, et le basket NBA, comme par exemple la règle des 3 secondes du marché. Il y a quelques petites différences. Il était un petit peu en difficulté, et c'était marrant au niveau de l'anecdote, comme un certain Tim Duncan au JO d'Athènes en 2004. Tim Duncan à qui on le compare souvent, voilà. Alors Anthony Davis, que je citerai parmi mes favoris de la compétition NBA, de la saison NBA en 2014,
tant le volume de jeu ou le potentiel de volume de jeu du bonhomme est ahurissant. Donc moi je mettrai une petite pièce au cas où les Pelicans font un énorme début de saison et une énorme saison tout court. Je verrais bien Anthony Davis avoir son mot à dire, même à seulement 21 ans, dans la course au meilleur joueur de la saison. Sous Koshke, ils sont quand même invaincus depuis 63 rencontres, 63 victoires donc pour le Team USA. La dernière défaite de Team USA, ça a été pour la demi-finale du mondial en Grèce. Le match 96-81, ça a été la victoire pour la 3e place aux dépens de l'Argentine. Et ils ont été défaits, les Américains, la dernière fois, la demi-finale contre la Grèce, en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Après coup, ils en sont maintenant au terme de la compétition 2014, de la Coupe du Monde 2014, à 63 victoires consécutives pour la sélection américaine. Alors pour nous accompagner tout au long de cette première émission, je vais m'appuyer sur l'expertise de Monsieur Cédric Vetter. Cédric, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Quel est ton parcours de basket, par exemple? J'ai joué au basket du sport pendant 2 ans au lycée en sport-études. Et donc depuis, voilà, moi, le basket c'est devenu une vraie passion. Parce qu'il faut savoir que pour moi ce sport est une vraie passion. Et ça m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi qui est vraiment une mentalité de gagnant, parce que je vais vous l'avouer, je déteste perdre. Ça m'a appris l'humilité, le sens du mot coéquipier et le collectif surtout. Après, je vous cache pas que si jamais j'ai l'occasion de marquer un panier, je m'en prive pas. Mais ça m'a surtout appris le sens du mot collectif et le sens du mot équipier surtout. Et depuis, tu t'es pris de passion pour le basket. Tout à fait, je viens dès que je peux, vu que maintenant il y a beaucoup de médias qui parlent de ce sport, j'essaye avec beaucoup d'humilité, de faire connaître le sport. Le sport est un handicap justement à travers ce sport, c'est-à-dire que on se sert de ça justement pour ne pas marginaliser les sportifs à mobilité réduite. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et tu joues dans un club actuellement? Bah écoutez, avec un ami, donc Jonathan, on a essayé de monter une structure handisport dans la ville des Mureaux. Ça fait maintenant 3 ans passés que le projet était monté, mais on n'arrivait pas à trouver de créneau. Donc on continue malgré tout, on lâche rien et on continue à négocier tant que ça sera possible. Il est là, c'est notre expert de l'émission, Cédric, bonjour. Qu'est-ce que tu penses de l'événement NBA de l'été, à savoir le retour de King LeBron? C'est n'importe quoi. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant quelques années, la population musulmane n'a fait que le rabrouer, le rabaisser quand il était à Miami, et comme par hasard, là, il est vu comme le Messi. Alors, excusez-moi, mais c'est pas un joueur qui fait une équipe. Arrêtez de le prendre pour le dieu. Ton opinion sur les Cavs, tu crois pas vraiment, c'est pas 2 joueurs qui font l'équipe? Non, clairement non. Donc, à l'Est, tu vois qui en prono à l'Est? À l'Est, playoff. Ça dépend, il y a qui à l'Est déjà, je me rappelle plus trop. Alors, il y a Chicago, ouais. Derrick Rose, tout ça, les Cavs, ouais. Miami qui ont perdu LeBron. Ouais, mais Miami, ils sont au chou depuis voilà. À l'Est, non, je vois plutôt la concurrence Ouest cette année. Avec les Spurs. Soit les Spurs ou soit les Lakers, parce que je sais que le Kobe Bryant, il a été absent pendant 1 an et demi dû à une rupture du tendon d'Achille. Donc je pense que s'il revient, je pense que ça sera sa dernière saison. Et il fera tout son possible pour emmener l'équipe au plus près des playoffs, quoi.
On touche à la fin de l'émission, alors c'est le moment de se prononcer sur les pronos 2015. Champion NBA, c'est vrai que tu dis quoi? Cette année, à part Miami, mais comme ils ont perdu LeBron, ils vont retrouver le fin fond du classement comme les Cavs, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, dans la conférence Ouest, il y a les Spurs, le Thunder, les Clippers. Beaucoup de personnes voient les Clippers pour la première fois accéder peut-être à la finale. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut pas se reposer sur une seule individualité. Il faut vraiment un jeu qui soit collectif, un jeu d'équipe. Et je pense vraiment que pour ça, les Spurs, ils ont fait leur preuve hein, depuis qu'ils jouent ensemble. Et je pense que leur façon de jouer a fait leur preuve depuis plusieurs années maintenant. Alors moi, mon pronostic, c'est champion NBA. Je fais d'abord les finales de conférence. Cleveland contre Chicago. Allez, je me lance là, je sais. Ça dépendra de la santé de Derrick Rose. Si Derrick Rose, de toute façon, c'est sa santé qui donnera le pouls à la saison de Chicago. Allez, je vais tenter un coup de poker. Allez, Chicago en finale de NBA et la finale de la conférence Ouest. Je vois le Thunder contre les Spurs. Je pense pas du tout aux Clippers. Thunder Spurs, Spurs gagnant. Donc la finale pour moi 2015 c'est Spurs Chicago et victoire des Spurs de 4-1 ou 4-0. Bitch. Bitch.
est arrivé. Trop doux de la tyrannie. Allez Cédric, lève-toi et chante avec moi. L'étendard sanglant élevé. Avec cette dernière partie, voilà, on s'est un peu enflammé, je suis désolé. On va revenir sur le parcours extraordinaire de l'équipe de France qui ramène donc à travers ce mondial en Espagne sa première médaille de l'histoire de la Coupe du Monde avec cette belle médaille de bronze. Alors, comment ne pas n'avoir été emballé par le parcours de la bande à Bobo, Boris Viau, capitaine exemplaire. En l'absence de Tony, l'équipe de France, elle s'est vraiment appuyée sur ses valeurs collectives et sur son socle défensif. Elles ont été extraordinaires de solidarité, cette équipe de France. Voilà, notamment le match légendaire, un des plus beaux moments du basket français, la victoire contre l'Espagne, où là, vraiment, tous les supporters et tous les amoureux du sport étaient à l'unisson avec l'équipe, on criait, c'était vraiment extraordinaire, avec le shoot de Thomas Hortel, vraiment des couilles de mammouth, le jeune remplaçant de Tony Parker, voilà, et puis voilà, j'ai encore un truc à dire, j'ai une déclaration d'amour à faire à Vincent Collet. Voilà, Vincent, je t'aime parce que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait un coach avec un tel projet de jeu, une telle cohésion, une telle force dans le discours. Voilà, Vincent Collet est aussi très très pédagogue dans son discours pour apprendre à connaître Vincent Collet. Si vous connaissez pas un petit peu le coach, allez voir sur le site de Canal+, Intérieur Sport, et mater un petit peu les discours dans les vestiaires de Vincent Collet, à tel point ce coach extraordinaire. Non mais attends, il faut le faire signer un contrat à vie à ce mec-là, quoi. Il est génial, et il est 10 fois mieux, excusez-moi, que Claude Bergeau, là. Voilà, Vincent Collet, cette victoire de la Coupe du Monde, enfin cette victoire, je m'enflamme totalement, cette superbe 3e place, et aussi la vôtre, Vincent Collet, vous êtes formidable, et moi j'ai adoré, et j'avais qu'une chose à dire, c'est vive l'équipe de France, même sans Tony. Alors cette belle 3e place va ouvrir la voie de belle manière à l'Euro 2015, l'Euro 2015 où la France est tenante du titre, où l'équipe de France va accueillir certains matchs de poule à Montpellier, et surtout la phase finale et la finale évidemment dans le stade de Lille, dans le nouveau stade du LOSC de Lille, avec configuration basket. Ça va être un truc énorme, et on espère que l'équipe de France il sera en finale en tant que tenante du titre. C'est possible, mais on ne sait jamais, hein. On a vu avec les Espagnols que c'est pas toujours évident de mener une compétition à domicile. Et moi j'ai un truc à dire, voilà, il faut que tous les éléments pour cet Euro en France viennent en équipe de France, avec, je pense bien sûr à Kevin Séraphin, à Alexien Jassat, et surtout, j'ai envie de dire un truc à Joachim Noah, s'il nous écoute, voilà, j'ai les mains en croix, je fais le signe de croix, mais Joux, mais bordel, ramène-toi en équipe de France. On a vraiment besoin de toi, il faut absolument que tu viennes, et c'est pas possible que pour cette équipe 2015, cet Euro 2015, tu fasses pas la compétition avec nous. Si t'es en bonne santé, Joux, mais ramène-toi, bordel. Tu forces la décision de tes managers à Chicago. En 2013, l'équipe s'est surpassée, l'équipe est en mission à travers derrière son leader historique et charismatique Tony Parker, mais on avait quand même paradoxalement une plus faible équipe qu'en 2009. Donc franchement, que tous les meilleurs éléments, et pas que Joachim Noah
que tous les meilleurs éléments reviennent en équipe de France. Donc Kevin, Séraphin, Alexis Ginsard et surtout toi, Joux, revenez en équipe de France, bordel. On aimerait vraiment voir, on l'espère en tout cas, une équipe de France avec ses meilleurs éléments triomphante, en communication avec un public, en communion même, je dirais, avec le peuple français. Ce serait trop beau, il ne faut pas louper ça. Donc s'il vous plaît, les meilleurs éléments, venez avec nous en équipe de France en 2015 pour cet Euro à domicile. Mais ici, le basket, malgré notamment les frères Gasol qui, tu sais, donc jouent à NBA, là, ouais. Avec un accent anglais. C'est vrai. Il n'a pas la même renommée, a fait le ouais. même succès que le football ici. C'est ouais, le football. C'est vraiment le foot. Ouais, mais... c'est foot. Mais pour revenir à ce que tu disais avec l'équipe d'Espagne, t'as vraiment vu qu'ils prenaient un peu le quart de finale contre la France par-dessus la jambe, quoi. On ne peut pas dire par-dessus la jambe, mais c'est vrai que je pense qu'ils étaient un peu trop confiants, effectivement. D'accord. Oui, surtout qu'ils avaient déjà battu la France de plus de 20 points en match de poule. Aussi, et bon, la France était bien à sa place. D'accord. Et t'as senti la population sur place, t'es vraiment déçu ou comme le sport roi c'est le foot, finalement... Non, mais tu sais que les Espagnols, ils sont présents partout. Ils sont présents au cyclisme, dans le Tour de France, ils sont en moto, ils sont toujours sur leur moto, ils sont au tennis avec Nadal, ils sont en Formule 1 avec Alonso. Ici, c'est le sport en général, il est à l'honneur et les Espagnols, ils sont quand même sur le haut vraiment sur le haut. Et donc là, ils ont été très très déçus. T'as pensé quoi de l'équipe américaine, donc les champions, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, les champions du monde, quoi? Mais écoute, j'ai pas eu l'occasion de les regarder parce que je ne pouvais pas, je travaillais à ce moment-là. Mais bon, c'était quand tu sais que c'est cuit, les carottes sont cuites, tu ne regardes pas le match avec la même oui, c'est vrai. façon de... Ce qui fait le sel, c'est la compétition et le suspense. Voilà, et pour ça, les Français, ils ont toujours été... ils nous ont réservé de belles surprises. Ouais. Bon, on les a félicite. Bon, d'accord. Donc, pour le quart de finale Espagne-France, c'était quand même pour l'équipe de France. Ah, bien entendu, oui. Bien entendu. Ah, c'est super. Merci, Pierre. Ouais, mais je reconnais que là, mais les Espagnols, parce que de les voir jouer parfois, c'est parce que les Espagnols, en équipe donc l'équipe nationale, elle est constituée de beaucoup de joueurs, comme en foot, c'est de Madrid et de Barcelone. Et on voit bien que les joueurs qui jouent en club ensemble, ils ont des combinaisons qui répètent aussi, tu vois, en sélection. Ouais. Alors, ils ont des combinaisons que je n'ai jamais vues ailleurs, tu vois. Il y a l'Euro 2016 qui va être organisé en France, 2015 pardon, l'année prochaine. Et tu penses qu'ils peuvent être de nouveau champions d'Europe, l'équipe de France, ou justement il y a l'équipe d'Espagne qui va vouloir prendre sa revanche? Je pense que ce sera difficile c'est un exploit. D'ailleurs, bon, c'est vrai que Tony Parker, il a apporté beaucoup. Mais ce sera difficile à l'Espagne répéter. Ouais. Ce sera difficile à renouveler. Quoi. Parce que tu sais, quand on est dans le haut du pavé, quand on est en haut, tu ne peux pas monter plus haut. La seule chose que le danger, c'est de descendre. Oui. Bon, merci Pierre. Alors avant de terminer cette émission, je vais vous donner la totalité de mes previews. Conférence Est, le classement de 1 à 8. Premier, Chicago Bulls. Deuxième, Cleveland Cavaliers. Troisième, les Washington Wizards. Quatrième, Miami. Même sans le retour de LeBron, ils ont fait ce qu'il fallait pour être un sérieux contender à l'Est. Cinquième, les Toronto Raptors. Sixième, Atlanta Hawks. Septième, Charlotte Hornets, anciennement Bobcats.
Et 8e et en dernière position qualificative pour les playoffs, la post-season, les Brooklyn Nets à l'ouest, les Clippers de Los Angeles en tête de la conférence pour moi, 2e Spurs de San Antonio, les champions en titre, 3e les Golden State Warriors, 4e OKC Thunders, 5e Portland, 6e Memphis Grizzlies, 7e les Houston Rockets, et 8e et dernière place pour la conférence Est-Ouest qualificative pour les playoffs, les Dallas Mavericks. Alors, MVP, Derrick Rose, coach de l'année, Don Casey, le coach des Toronto Raptors, MIP, la meilleure progression de l'année, Jimmy Butler, top scoreur de la ligue, même à 36 ans, s'il reste en bonne santé. Je vois bien Kobe Bryant, en tant qu'attaquant isolé de son équipe, faire un gros carton toute l'année. Rookie of the Year, débutant de l'année, j'en ai parlé tout à l'heure, Jabari Parker, et défenseur de l'année, Tony Allen. Et enfin, je me suis même amusé à établir mon 5 NBA de l'année au terme de la saison à venir. Sur les lignes arrières, Derrick Rose des Chicago Bulls, Kobe Bryant, des LA Lakers à l'aile, Kevin Durant et LeBron James, qui entourent le pivot des Houston Rockets, Dwight Howard. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine la première émission de Money Time. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas, je vais vous donner nos adresses Twitter respectives. Pour Cédric, mon invité à ma droite, c'est @Ced The White Mamba, en référence à Kobe, le Mamba blanc, c'est Cédric. Pour ma part, c'est @Jonathan en majuscule MJ, minuscule Lefebvre sans B. Et pour le compte Twitter de l'émission, l'adresse est @MoneyTimeVip Radio. Surtout, n'hésitez pas à venir dialoguer avec nous, je serai ravi d'améliorer le contenu de l'émission par rapport à vos remarques. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt le mois prochain pour une nouvelle émission de Money Time. Allez, bye bye.